Comment passer de la compréhension d'un insight à l'action? Comment alimenter les bons KPI avec les données clients? Bienvenue dans De l'écoute client à l'impact business, le podcast qui vous guide au cœur de la connaissance client pour transformer vos décisions business. Alors ici, on décortique la mise en place d'une recherche structurée, on met en lumière les KPI qui comptent et on partage des exemples concrets issus de différents types d'organisations. Que vous soyez product designer, marketeur, responsable expérience client ou responsable communication, eh bien ce podcast vous donne les clés pour faire parler les données et générer un vrai impact. Prêt à faire le saut? C'est parti. Dans ce deuxième épisode du podcast de l'écoute client à l'impact business, j'ai eu le plaisir d'interviewer David Marbach, qui est Head of Product Design chez Aviv Group. Il vous partagera comment le groupe structure les données qu'il recueille sur ces trois types de clients, et notamment depuis 2 ans, au moment où de nouvelles entités ont rejoint le groupe. Il vous dira aussi les facteurs de maturité en connaissance client, que cela soit le rôle de chacun, les processus mis en place, les outils utilisés, la manière dont l'entreprise nourrit les OKR avec des données clients, la manière dont il évalue l'impact de la connaissance client selon le niveau de la donnée, d'ailleurs une organisation qui est inspirée de l'Atomic Design. Vous entendrez aussi son point de vue sur les difficultés à organiser une vision systémique pour mieux agir collectivement et aussi comment mieux exploiter la donnée pour une meilleure satisfaction client. David Marbach, bonjour. Merci de me recevoir dans les locaux de Aviv Group. Je te laisse te présenter succinctement quel est ton poste et l'entreprise pour laquelle tu travailles. D'accord. Alors, je suis David Marbach, je suis Head of Product Design au sein du groupe Aviv, qui est un groupe immobilier qui est européen, qui possède des marques en France comme Se Loger, Logic Immo, Se Loger Construire, Se Loger Neuf, Belle Demeure, donc il y a pas mal de marques, et l'équivalent en Allemagne et en Belgique. Donc ça fait 17 ans à peu près que je travaille dans le design. J'ai travaillé auparavant chez Lucas, chez Sarenza, qui est un site e-commerce, chez Les Furets, un comparateur d'assurance, et auparavant pendant une dizaine d'années dans une agence digitale où j'ai eu la chance de te connaître, Nabil. En effet, lointain souvenir. Merci en tout cas de ta participation aujourd'hui. On va parler connaissance client, impact business ou pas d'ailleurs, comme on peut corréler les choses. Sens-toi libre de parler de tes différentes expériences. Aujourd'hui, tu es chez Aviv Group en effet. Et si on se concentre tout d'abord sur cette entreprise-là, aujourd'hui, la connaissance client, comment elle est organisée dans cette entreprise-là, à quel point elle est importante dans la culture d'entreprise, comment elle se structure, comment elle collecte et tout. Alors, sur la maturité, c'est difficile de définir si on n'a pas de référentiel, c'est-à-dire qu'est-ce qui représente une maturité élevée ou moins élevée. Et sur la donnée, juste pour préciser, chez Aviv, on a, parce qu'on parle de données clients, on a 3 typologies de clients et on va avoir des données différentes selon les types de clients. Donc Aviv, les sites Aviv sont des marketplaces. Donc on a grosso modo, donc c'est pour la recherche immobilière. Donc on a d'un côté ce qu'on appelle nous des clients, des customers, ça va être les agences immobilières qui vont payer, qui vont nous payer pour publier des annonces immobilières et des produits de visibilité. Donc ça, c'est les clients. Ensuite, on a des vendeurs privés. Donc ça va être un particulier qui va vendre ou louer un appartement, une maison. Et on a ce qu'on appelle les seekers, qui sont des particuliers qui vont chercher à louer ou acheter. Donc moi, je travaille côté seeker. Donc typiquement pour les customers, donc les agents, la donnée client, elle se fait essentiellement via le customer care, donc en gros le service client, soit via les sales, donc les équipes commerciales, soit c'est les équipes support. Donc c'est beaucoup, on a un outil qui s'appelle Mojo qui va centraliser toutes les conversations, donc anonymisées, pour ensuite les centraliser et les partager. Donc c'est beaucoup des feedbacks clients qui sont issus des conversations avec soit les commerciaux, soit le support client.
Donc c'est principalement ça, la donnée client qui va être utilisée par les équipes qui gèrent justement les besoins ou les requêtes côté agent. Côté seeker, donc côté les particuliers qui cherchent à vendre, donc là on a beaucoup plus de sources de données. De manière assez classique, on va avoir de la donnée quali via des tests utilisateurs, des interviews. On ne fait pas beaucoup de focus group. On a quelques études longitudinales, un peu sur une période plus ou moins longue. Donc études quali, et données quanti. Et juste pour préciser, données quanti, on en a 3 types. On va avoir de la donnée quanti, ce qu'on appelle chaude, c'est-à-dire des surveys, donc des questionnaires qu'on va lancer sur le site à des membres particuliers ou sur des pages particulières pour avoir un feedback sur le niveau de satisfaction, lorsqu'on lance une nouvelle feature par exemple. Des formulaires très simples de questions, emoji rating, et puis une question sur comment on peut faire mieux. D'accord. Donc ça, c'est de la donnée chaude. On a des personnes qui sont en contexte sur le site, qui sont en train d'effectuer une tâche. On a ce qu'on appelle le warm measurement. Donc ça, c'est une mesure tiède, on va dire. Ça, c'est souvent des emails ou notifications qui sont envoyés juste après le parcours, lorsqu'on a les contacts. Quand ils sortent du site, par exemple ? Quand ils sortent du site. Ou qu'ils ont mis en favori une annonce, ou je ne sais pas. Voilà, ils reçoivent un mail avec un petit questionnaire. Donc là, on a le feedback juste après, à chaud, mais chaud tiède. Et puis après, on a la mesure froide. Donc typiquement, ça va être les études de type NPS qu'on va lancer à 3 mois, 6 mois, etc. D'accord. Donc c'est juste pour donner un peu le contexte. À différents moments d'expérience, en effet. Voilà. Oui, alors au niveau de la maturité, encore une fois, on n'a pas un référentiel standardisé pour te dire si on est en haut, en bas ou au milieu. Je dirais qu'on est plutôt mature dans le sens où on a de la donnée, on a beaucoup même de données, on a des process en place pour la structurer, pour l'organiser, pour la prioriser, pour la partager, pour l'activer. On a même des fonctions qui sont dédiées à ça. Donc, on a alors, chez Aviv, on a une communauté design de 80 personnes. D'accord. Parmi lesquelles des designers, des UX researchers. On a des personnes qui sont liées à la customer research, d'autres qui sont liées à la recherche plus quali. On a des research ops qui sont en charge des outils, des budgets, des recrutements. Donc, on a quand même pas mal de process en place. On a des OKR, donc des objectifs d'entreprise qui intègrent des métriques de satisfaction utilisateur et client. Donc c'est un truc qu'on suit au niveau de l'entreprise. On a des rituels dédiés à ça. On a par exemple des monthly insight review au sein de chaque team pour revoir les feedbacks, les problématiques, les prioriser. Quand tu dis une team, c'est une team par type de client ? Ou c'est pas découpé comme ça ? Alors, on est 2000 chez Aviv, donc quand je parle de team, c'est une équipe produit cross-fonctionnelle, donc un PM, un designer, un engineering lead et des développeurs, grosso modo. Donc ça, il y en a une quarantaine chez Aviv, par exemple. Chaque team, alors pas forcément toutes les teams, mais il y a des teams qui sont customer-facing ou user-facing, doivent mesurer à la fois des KPI produits, typiquement la conversion, la rétention, l'acquisition, des KPI techniques, la performance, la vitesse de chargement, ce genre de choses, les bugs par exemple, et des données user. Donc on a un peu les trois grandes dimensions. D'accord. Et les OKR sont en effet décidés par la direction et nourris par ces indicateurs pour voir est-ce qu'on atteint ou pas les objectifs, quoi. C'est ça, on a des targets. Donc, par exemple, on a sur une page donnée, donc la page de liste, on utilise par exemple Qualtrics. Avant on utilisait Hotjar, qui est un outil de mesure de la satisfaction client. On a une note de, on va dire, 3,6 sur 5. Donc la target, c'est dans
dans 3 mois, on veut être à 4, et dans 6 mois, on veut être à 4,5, etc. Donc on a des targets, et on suit mois après mois l'évolution du score. D'accord. Donc il y a bien en effet des indicateurs qui sont prévus à l'avance. Il y a un chemin, en tout cas il y a un objectif. Et après le chemin, c'est les designers, c'est les équipes produits qui vont définir comment on y arrive et comment on va impacter ça finalement. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Ouais. C'est ça. Tu étais sur les seekers en effet avec toutes ces données-là. La troisième cible qui sont donc les vendeurs. Ouais. Il y a des données différentes des deux premiers peut-être? Ou c'est un peu les mêmes que les agences? Alors je connais un peu moins cette partie-là, Okay. Mais de ce que j'ai pu voir, c'est similaire aux seekers, c'est-à-dire que vu que c'est des parcours qui se font sur nos plateformes, on a plus ou moins les mêmes dispositifs de récolte de données. Et je pense qu'en plus, comme ce sont d'une certaine manière des clients qui utilisent nos plateformes pour vendre des biens, ils ont aussi un customer support qui est dédié. Donc on a à la fois des données de satisfaction de l'outil et à la fois des feedbacks liés au customer support. D'accord, ouais. Ok. J'ai l'impression que tout est bien cerné chez vous. En tout cas. D'ailleurs, tu y es depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. 2 ans pile. Et quand tu es arrivé, c'était déjà structuré comme ça? Pas autant sur la donnée client. D'accord. Après, quand je suis arrivé, le contexte était un merge de différentes entreprises. Donc chaque entreprise avait ses propres process. Certains étaient très matures comme le groupe Se Loger, d'autres les témoins. Donc il y a eu pendant beaucoup de mois, on a eu un travail de transformation et de standardisation des process qui est maintenant établi. Et donc maintenant, effectivement, le niveau de maturité, il augmente de manière significative. D'accord. Donc toi, tu étais plus sur les seekers, tu disais? Oui. Multisite, quel que soit le site dont on parle. Exactement. D'accord. Et les indicateurs dont tu disais, les objectifs ou les OKR, on veut passer 3.6 à 4 par exemple. Est-ce qu'on parle de l'ensemble des seekers ou vous avez parfois des objectifs de sous-persona à attaquer en priorité? Non, pour l'instant, c'est général. On va mesurer la satisfaction de manière très générale. D'accord. Ok. Sur le cœur du sujet maintenant, sur sur les impacts finalement, parce que les choses sont bien structurées, il y a des périmètres qui sont bien définis, il y a des équipes qui sont focalisées sur une cible en particulier. Comment moi je me dis spontanément, bingo, ils savent où est-ce qu'ils veulent aller, ils savent où est-ce qu'ils en étaient, l'avant-après, ils font des choses et puis ils voient un peu les impacts. J'ai bien compris que c'est pas si simple que ça. Est-ce que tu as un ou deux exemples à partager sur voilà un truc qui n'était pas assez satisfaisant, on a fait la connaissance client, on l'a exploité, on a collecté, on a diffusé et les équipes qui ont utilisé ça, elles ont fait des choses. Derrière, il s'est passé X choses. Est-ce que on peut faire une histoire qui raconte un déroulé comme ça ou pas? Alors oui, juste peut-être pour brosser un tableau un peu plus complet. Quand on parle de données, typiquement sur la satisfaction, donc nous on a une approche qui est inspirée du design atomique. Bon, c'est pas exactement l'atomic research, mais c'est plutôt proche du design atomique où on va dire, on a un verbatim utilisateur. Donc une personne nous dit quelque chose, un fait, une perception. C'est un atome. Donc c'est le niveau, je dirais, indivisible. Ouais, le plus bas, quoi, en effet. Le plus bas. Ouais. Ensuite, on va combiner ces atomes, donc ces verbatims. On va prendre un exemple. Une personne nous dit, sur la page de liste, il manque un filtre balcon. J'ai un filtre terrasse, mais je voudrais un filtre balcon. Et qu'on n'a pas. Ou qu'on a, mais qui n'est pas découvrable. Pendant le Covid, c'était très important les balcons. Hein. Et voilà. Donc il y a peut-être une évolution de cette requête depuis quelques années. Et donc ça, c'est un verbatim, c'est donc un atome. Ensuite, on va combiner des atomes en molécules. Donc là, on va faire un feedback, un insight, qui n'est pas juste un fait unique, solitaire, mais une combinaison de verbatim
Donc, ça va être toutes les personnes qui, dans leur feedback, vont demander à ajouter un filtre balcon. Ensuite, on va avoir un niveau supérieur, ça va être donc, les organismes. Ça va être, par exemple, toutes les demandes de filtres supplémentaires. Donc là, on va regrouper, ça va être une sorte de groupe qui va concerner tous ces feedbacks-là. Et au-dessus, on va avoir donc, le niveau de dessus qui est l'espèce, la species, où là, on va être sur des thématiques. Ça va être une thématique sur les filtres. Donc ça, c'est tous les feedbacks qui concernent les filtres. On va avoir des thématiques comme la pertinence des résultats, comme la confiance sur les problèmes de fraude, ce genre de choses. Donc là, c'est des grandes thématiques. Et pour répondre à ta question, quand on est au niveau de la molécule, généralement, on va avoir des problèmes qui sont tactiques, qui sont micros, et qu'on peut résoudre. Et encore, ça dépend, parce que c'est un petit problème qui a la solution est simple. Mais généralement, c'est ces choses-là, comme ajouter un filtre. Si on a la donnée dans notre listing, on peut l'ajouter dans une fenêtre de 2 à 3 semaines. D'accord. Okay. Voilà. Et on peut voir, parce qu'on calcule du coup donc les molécules, mois après mois, et on peut voir l'évolution. Et donc voilà, on a mis en place le filtre, et on regarde sur les apps, sur les sites, sur les différentes marques, est-ce que le nombre de feedbacks, il diminue? Oui, et puis est-ce qu'il est utilisé aussi, peut-être, ça aussi, avec les analytics, j'imagine. Exactement. Donc, si par exemple, on met en place un correctif qui nous paraît résoudre un problème qu'on a mis en place, et on voit que le nombre d'occurrences ne bouge pas et la criticité ne bouge pas, on peut se dire peut-être que c'est un truc qu'on n'a pas assez promu ou qui n'est pas assez découvrable. Voilà, soit il est pas assez visible, soit il a été mal concrétisé. La solution a été mal concrétisée finalement. Voilà. Donc un exemple, c'est on a fait un redesign du site Se Loger. Comme chaque redesign, on ne peut pas mettre en place toutes les fonctionnalités, donc on a fait des priorisations. Il y avait aussi des objectifs de livraison à une date fixe. Donc typiquement, on a une carte interactive et une fonctionnalité de zoom, donc le petit plus, le petit moins, qu'on a dit, bon ça, on a fait des testus, a priori, toutes les personnes qui ont utilisé la carte n'en ont pas eu besoin, elles ont utilisé leurs doigts pour zoomer ou dézoomer, donc on s'est dit ça, on le mettra, mais peut-être pas tout de suite. Lorsqu'on a sorti le nouveau redesign, on a eu beaucoup de plaintes de personnes qui disaient je n'arrive pas à zoomer, etc. C'est vraiment problématique. Et c'est remonté assez haut. Sachant qu'on mesure deux choses, ce qui est assez rudimentaire, c'est d'une part l'occurrence, donc combien de personnes ont eu ce feedback-là, et la criticité, c'est-à-dire la note moyenne donnée par les personnes qui se plaignent. Oui, à quel point c'est un vrai problème pour eux ou pas finalement. Donc par exemple, un problème qui est très récurrent, où on a 25 feedbacks par mois, mais les personnes nous donnent une note de 4 sur 5, va être moins priorisé qu'un feedback qui va être donné 10 fois, mais toutes les personnes nous donnent une note de 0 sur 5. Même si la note n'est pas visible, nous, ça nous permet quand même de pondérer pour dire il y a peut-être moins de personnes, mais vraiment l'impact il est très néfaste. On n'aurait pas pu identifier ce problème-là, parce qu'on ne l'a pas vu pendant les tests. Grâce à ces modules de remontée de feedback, ces données, on a pu découvrir des choses en fait, qui sont un peu de la longue traîne de problèmes qu'on n'aurait pas pu identifier via du testu classique. On a mis en prod donc la mini-feature qui était quasiment prête, et on a vu, là pour le coup, on a vu un impact direct où il y avait juste 0 feedback lié à ça sur la semaine d'implémentation. En effet, donc une insatisfaction a disparu complètement après le travail qui a été fait. Voilà. Mais parce qu'au départ, il y avait bien ce système de remontée d'informations, vous étiez à l'écoute finalement de ce que vivaient les utilisateurs. Exactement. Après, pour des sujets plus, si je reviens à l'Atomic Design, sur plus des thématiques, genre la fraude, la pertinence, la confiance, c'est bien sûr des sujets qui sont très complexes à adresser. Donc là, l'horizon de résolution, il est beaucoup plus lointain. Voilà. Les gens se plaignent que les prix soient trop élevés. On ne peut pas directement baisser les prix. On peut trouver des solutions de contournement, de proposer des prix moins chers en élargissant un peu les critères. Mais ce sont des choses qu'on ne peut pas résoudre comme un fixe rapide, comme un quick win.
ce que tu disais sur la technicité, je l'ai vu dans d'autres aussi entreprises où, pour moi, c'est un signe de maturité de connaissance client quand on arrive à doser l'intensité d'un souci qui est issu du déclaratif. Ça, c'est important de mettre ce dosage-là, cette nuance. Et puis, c'est aussi, j'imagine, à croiser avec les données d'usage que les analytics vous donnent aussi. C'est que les gens râlent, mais finalement, est-ce que ça empêche la conversion? Est-ce que c'est bloquant? Est-ce que c'est un point, un grain de sable finalement, mais qui n'empêche pas d'aller jusqu'au bout? Vous mixez différentes sources d'informations, j'imagine. Alors, pour l'instant, je pense que c'est un des challenges, c'est en fait ce type comment dire, d'enquête, enfin, d'enquête, c'est plutôt des surveys, vont surpondérer des personnes qui vont se plaindre peut-être pour des petites choses. Ce qui va nous manquer, ce qui nous manque, c'est peut-être, pour l'instant, le niveau de priorisation, il est basé sur juste deux critères, la récurrence et la criticité. Un troisième élément qui manquerait, ça serait alors peut-être deux, ça serait le reach, l'impact, combien de personnes sont concernées par ce problème-là, et le quatrième critère, ça serait l'impact business, qu'on n'a pas encore corrélé au feedback. Donc pour l'instant, on va uniquement mesurer la satisfaction. L'étape d'après, ça serait de pouvoir combiner l'impact user avec l'impact business ou produit. Alors, quelle différence tu fais entre la récurrence d'un problème déclaré avec le reach? Combien de personnes sont concernées? J'ai l'impression que c'était le même pour moi, mais peut-être que non, en fait. On va prendre un exemple. On a des personnes qui vont, je dis n'importe quoi, 10 personnes qui vont se plaindre qu'on n'a pas de fonctionnalité de dessin sur la carte. C'est prévu, mais ce n'est pas encore livré. 10 personnes, on va dire 20 personnes, et toutes les personnes qui sont en fait des gens qui ont utilisé le site avant vont donner une note très mauvaise parce qu'ils ont perdu quelque chose qu'ils connaissaient. Ils vont nous donner une note de 0 sur 5. Donc si on se base sur juste ce calcul-là de scoring, c'est le problème numéro 1. Oui. Parce que bon, c'est que 20 clients, que 20 users, mais la note, elle est catastrophique. Donc on a un nombre d'occurrences, mais ce qu'on ne sait pas, c'est combien de personnes, dans l'absolu, par rapport à notre audience, seraient concernées par ce problème-là. Ok, oui. Tous ceux qui ne sont pas déclarés, finalement, voilà. Qu'est-ce qu'ils en pensent, quoi. Voilà. Donc est-ce qu'il faut extrapoler pour dire, il y en a 20 qui nous disent ça, donc ça veut dire que peut-être 20 000 sont concernés, ou est-ce qu'il y en a 20 qui nous disent ça, et c'est tout? Ok. D'accord. Donc c'est à mesurer avec aussi des données d'usage pour dire combien de personnes sont en phase de comment dire, définir leur localité. Donc déjà, c'est pas 100% des gens, ce type de choses, quoi. Ce qui, en effet, toute donnée est à prendre avec prudence, j'ai l'impression, que vous la croisez avec plein d'autres. Tiens, d'ailleurs, tu disais tout à l'heure qu'il y a 80 designers dans le groupe. Est-ce que, quand il y a des choses qui remontent comme ça, est-ce que c'est au sein de la Team Seekers, si je puis dire, est-ce que ça vous incite à aller voir d'autres services, d'autres membres de l'équipe pour dire ok, alors moi j'ai ce truc-là qui remonte. Est-ce que toi tu l'as vu aussi? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu interprètes? Qu'est-ce qui nous manque comme information pour définir des conclusions? Ça se passe dans des réunions mensuelles que vous faites peut-être? J'essaie de trouver un exemple. Alors en fait, parfois, on a donc une équipe va identifier. Donc, je reprends l'exemple de la page de liste. On a la liste des biens. On a des personnes qui vont se plaindre sur cette page-là, sur ce widget d'enquête, d'un problème qui en fait leur est arrivé avant ou après. Ou qui va, par exemple, on a sur la page de liste, on a une fonctionnalité qui permet de créer des alertes. Mais ce n'est pas l'équipe de la liste qui gère cette fonctionnalité, c'est notre équipe. Mais ça remonte dans notre scope. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Parce que le déclaratif arrive à ce moment-là de l'expérience. Ok, oui, tout à fait.
Et typiquement, donc pour l'équipe qui va gérer les alertes, donc qui est une feature qui est transverse, plusieurs équipes vont leur dire bah nous, en fait, dans notre scope, on a des remontées de clients qui nous disent que ça marche pas, qu'ils ne retrouvent pas ça ou qu'il y a un bug et tout. Et donc, on va comment dire, leur partager les feedbacks parce que c'est à eux de le traiter et ça concerne leur responsabilité. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a aussi des éléments de contexte, c'est-à-dire que quand un problème arrive à une étape ou qu'il est déclaré à une étape, la solution, c'est pas toujours à cette étape-là. C'est parfois avant. Exactement. Pour débugger ou au fait que l'agacement n'arrive pas en déclaration à l'étape 3 et que si on avait résolu ça à l'étape 1, bah derrière, ça aurait été plus smooth, quoi. Ouais, un exemple, c'est des personnes qui vont se plaindre sur une page de détail. C'est-à-dire, voilà, j'arrive sur une page de détail d'un bien et je vois que le bien n'est pas disponible tout de suite. Et ils vont incriminer la page de détail. Peut-être que ça, c'est un problème qu'on pourrait résoudre avant, pour justement qu'ils n'aient pas à cliquer ou qu'ils voient l'information s'ils en ont besoin avant de cliquer. D'accord, ouais. Et je me demande si, quand on est customer-centrique, est-ce que c'est pas faciliter le désilotage entre les différents services aussi, parce que vous êtes obligé de vous parler finalement, parce que la solution n'est pas détenue par une équipe et que quand ça commence à brainstormer, on se rend compte que un parcours, c'est quelque chose de global, qui a besoin de cohérence, et que quand un problème remonte à un endroit, il y a plusieurs personnes ou équipes sont concernées finalement. Alors, oui et non. Oui, parce que, je vais prendre un exemple très concret. Toujours sur la carte interactive, on a deux problèmes, par exemple, qui sont, on a des annonceurs, des agences qui publient des annonces sans donner l'adresse exacte. Pour X raisons. Soit parce que soit des fois c'est des privés qui veulent pas juste communiquer leur adresse pour des raisons de confidentialité, soit c'est des agences qui ne veulent pas qu'on leur pique leur mandat. Tout à fait. Donc ils vont donner une zone sur un quartier par exemple, voire même un code postal. Donc il faut que nous, sachant qu'on n'a pas l'adresse exacte, on va randomiser. Donc on va mettre un petit pin, un petit curseur de manière un peu aléatoire dans la zone qui est concernée. Sauf que on a un problème, par exemple, c'est qu'il y a certains biens qui vont apparaître dans une forêt, dans une rivière, dans un lac. Parce que c'est bête et méchant, il y a une zone, le bien est dans la zone, et la machine, elle est stupide et elle va mettre des biens dans les rivières ou dans des forêts. Donc ça, c'est un problème qui remonte et qui est assez obvious dans notre scope, mais qui ne peut pas être réglé par notre équipe, mais qui va être réglé par l'équipe qui va gérer et qui est dans un autre département qui va gérer la référence géographique. Ouais, donc là où oui, ça peut désiloter, c'est que on sait très bien que tu as une autre team qui est responsable de ça et qui impacte. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'autre équipe va résoudre le problème. D'ailleurs, c'est arrivé que c'est un problème qui remonte depuis très longtemps et on remonte ça tous les mois et c'est dans les top pain points et l'équipe en charge de ça il dit vous êtes gentil mais moi j'ai d'autres priorités. Oui, c'est pas dans sa roadmap. Et donc ça c'est plutôt à la direction d'avoir une vue globale sur les problèmes, donc aux équipes de remonter des choses et pas juste dire bon ça on peut pas régler, n'en parlons pas. On a un problème de fraude qui est très compliqué à gérer. Mais il faut en parler tous les mois, lui dire c'est toujours le top problème, c'est toujours le même problème, aucune avancée, c'est ça le score. Et quand c'est partagé auprès de la direction, à un moment donné, on en a marre d'avoir le même problème, et c'est à elle d'aller arbitrer et de dire à l'autre équipe, écoute, ce problème-là, ça fait trop longtemps qu'il existe, donc maintenant tu arrêtes tout et tu travailles là-dessus. D'accord. Il faut que la direction soit à un moment donné dans la boucle pour décider des choses et trancher. Mais alors ça me fait reposer la question sur les OKR. Les OKR, ils sont pas par team. C'est-à-dire que la team de géologue a des OKR différents de la team Seekers ou Design ou... Oui. Parce qu'on pourrait se dire qu'il y a un OKR qui concerne tout le monde. Donc si on travaille ensemble, à tous, on va résoudre et on va monter à 4 points l'objectif, par exemple. Donc ça, c'est en train d'un peu de changer. On va voir vraiment... parce que quand on a 12 000 OKR, forcément, chacun a son propre OKR et qui peut entrer en conflit avec un autre. Mais disons que l'objectif de la team de la liste, ça va être d'améliorer la conversion et la satisfaction.
Mais peut-être que l'objectif de la team GeoRef, je ne sais pas d'ailleurs lequel c'est, mais ça va être sur supporter notre équipe sur la page d'estimation parce que c'est hyper critique pour le business et ils ont d'autres chats à fouetter que s'occuper de la page de liste pour les seekers. Et est-ce que par ailleurs, vous avez des researchers qui collectent de la connaissance client, mais qui ne sont pas dans chacune des cibles que tu as citées, ni seekers, ni vendeurs, ni customers, qui sont sur d'autres problématiques plus génériques et moins sur les indicateurs d'expérience? Oui, alors on est quand même organisé par typologie de persona, mais juste pour préciser aussi chez Aviv, ce sont les designers qui vont s'occuper de cette donnée chaude. Donc les feedbacks, les pain points. C'est eux-mêmes qui vont faire des tests pour valider des maquettes ou des hypothèses. Donc la recherche tactique, bien identifier le problème et valider la solution, ça c'est au sein du design. L'équipe de research, elle va travailler plutôt sur la recherche, on va dire, stratégique, générative, dans le but d'identifier des nouvelles opportunités, des besoins implicites, et pas juste des pain points qui sont des besoins explicites. D'accord. Et elle est à l'initiative d'études ou elle est en exécution de commanditaires d'autres services? Ça va être les deux. Okay. Pour un exemple, on a beaucoup de problématiques sur la pertinence. La pertinence, c'est un concept qui est très large, qui peut concerner le fond comme la forme ou la perception de pertinence. Ou la confiance qu'on accorde au site dans les résultats d'ailleurs. Pertinence et confiance, j'ai tendance à les associer parce que qu'est-ce qui fait qu'on a confiance dans un site? C'est qu'il me donne les résultats pertinents par rapport à ma recherche. Oui, tout à fait, ça entre en jeu. Donc la pertinence, c'est très large et fumeux comme concept, mais on sait qu'il y a une opportunité à aller un peu creuser là-dessus. On a quelques feedbacks, mais on aimerait avoir une vision une perspective plus structurée de ça. Et donc ça, c'est les équipes qui vont être commanditaires pour dire on a besoin d'une étude stratégique, entre guillemets, sur ce sujet-là. Et on aimerait dedans avoir des feedbacks sur la perception de la pertinence, savoir quels sont les critères, un peu les modèles mentaux sur lesquels les gens vont s'appuyer pour définir qu'est-ce qui est pertinent, pas pertinent. Peut-être comment ils perçoivent la pertinence sur d'autres plateformes. On met aussi des pubs sur nos sites. Est-ce que ça impacte la pertinence? Bref, ce genre de choses. Et après, on a des besoins. Et eux, ils peuvent dire aussi, attention, on a d'autres besoins, d'autres équipes qui peuvent un peu se combiner. Et ils viennent avec une recommandation d'études par rapport à ce sujet-là. On a une autre équipe qui gère le tri des produits et qui impacte l'algorithme de visibilité. On va peut-être combiner les deux besoins pour faire une étude globale. Donc, des fois, les équipes sont demandeuses d'études de ce type-là. Et parfois, ça va être la direction qui va vouloir creuser une opportunité sur un marché donné. D'accord. Et cette équipe research transverse, si je puis dire, ils sont combien d'ailleurs à centraliser, avoir un regard ils doivent être une quinzaine. Oui, quand même. D'accord. Donc, ils sont sur des dossiers non tactiques, on est bien d'accord, parce que c'est ça, exactement. Okay, c'est comme ça qu'on différencie. Eux, ils sont sur la stratégie. D'accord. Avec un repository aussi, où ils renseignent, ils taguent aussi les enseignements qui sont rediffusés après aux équipes concernées? C'est ça. Donc on a Dovetail, par exemple. Okay. Donc toutes les études sont centralisées sur Dovetail avec un système où on peut extraire des verbatims ou des vidéos. Donc toutes les études stratégiques, les interviews, les tests comparatifs sont intégrés dans Dovetail. D'accord. Merci David pour ton partage d'expérience sincère et tous tes exemples précis et très concrets.